Puis juste là, évidemment, ben, c'est l'ancienne Canadian Steel Foundries. Hein, puis là, qui appartient maintenant à Raymond Logistique. Quand on a passé tantôt sur Notre-Dame, il y a un pont ferroviaire. Il y a une inondation qui a eu lieu en 1917. C'était fréquent à l'époque. Parce qu'évidemment, en 1917, il n'était pas canalisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dans ce coin-là? Si vous vous... Sur Internet. Oui, sur Internet, sur la carte que j'ai créée. Les archives de Montréal. Oui, ça vient des archives de la ville de Montréal. C'est une des raisons pourquoi ils l'ont canalisé, parce que non seulement il inondait, mais il était pollué, parce que c'était de l'eau malpropre. Si on regarde juste l'autre côté de la rue, il y a Beaupac. Je ne sais pas si on les voit d'ici. Oui, là. C'est des citernes. Les citernes. À travers les citernes, imaginez qu'il y avait une maison qui s'appelait la maison Alain Picard. On la voit bien ici. Oh, belle. C'est ici, là, mais vous passerez le... Oui, c'est ça. Elle était ici. 1966, c'est encore là. À travers Beaupac. Elle a été déménagée en 1970 à la promenade Belle-Rive. C'est devenu une garderie. Puis, il y a un événement important, historique. Je vais vous le lire. La maison Alain Picard a été construite vers 1740. Elle était située rue Notre-Dame, à la limite ouest du quartier Mercier, où on retrouve aujourd'hui la fameuse promenade Belle-Rive. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je me suis mélangé dans les propos. Elle a été déménagée, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais c'est pas ça qui est important. C'est au moment de l'invasion américaine de 1775. Les Bostonnais débarquent à Longue Pointe en vue de leur attaque sur Montréal. Après des échanges de coups de feu, leur colonel, le héros vermontois Ethan Allen, et 36 de ses hommes sont capturés, exactement là, à côté de la maison. La maison, encore une fois, a été déménagée des années 70. Ça, le propriétaire de la maison s'appelait Picard à ce moment-là, puis Allen a été capturé là, puis que maintenant, le nom officiel, c'est Allen Picard. Occupé une maison américaine en 1775, ça fait pas 1812? Non, c'en est un autre, ça, qui a... C'est en Ontario. Ouais. 1775, c'est un essai. Mais il n'était pas beaucoup, là, il était 36. C'est connu pour la bataille de la Longue Pointe, là, mais il était 36 pour venir envahir Montréal. Aïe, aïe. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il venait tenter le terrain. Exact. C'était 15 ans après la prise de Montréal et les plaines d'Abraham aussi. Ouais. Alors, c'était un point d'entrée à Montréal. Si tu franchissais le ruisseau Molson, tu avais Montréal ensuite. Il y a eu une distillerie dans le coin, puis on a parlé. Qui m'a parlé d'une distillerie? Ouais, c'est vous. Là, pour l'instant, ce que j'ai, c'est la distillerie du ruisseau. Puis elle était située dans le rond-point ici, parce que ça a tout le temps été un rond-point. En face du Lafleur. Oui, en face du Lafleur, en 1834, ils mettaient des annonces dans les journaux, j'en sais pas plus. Mais je sais qu'elle était vraiment dans le coin. Puis là, vous m'avez dit que... Ça s'appelait distillerie de Grise qui a fait faillite. Molson a racheté. OK, Molson a racheté, mais Motion Mais l'a Molson, racheté. il avait parti cette distillerie-là, il l'avait vendue, ils l'ont racheté. Parce que le terrain au complet ici, qui est l'eau 5, des suspiciens, a été vendu à Vio en 1884. De John Thomas Molson, il a vendu tout le secteur au complet, le lot 5, à Théodore Vio. Mais si la distillerie était là, c'est avant ça. Oui, mais quand ça fait faillite, la distillerie s'est disparu. Ils ont racheté le terrain, ils n'ont pas fait de distillerie dessus, ils ont juste gardé le terrain. Ah, OK. Est-ce que le ruisseau, c'est toujours appelé ruisseau aussi? Non. Non, les anciens noms, le nom plus connu ancien, c'est de la Grande Prairie. Il y a eu le ruisseau des Anges, le ruisseau des Sœurs, mais sûrement à cause qu'on parlait tantôt des Sœurs de... De Grise. Oui. Puis nous autres, dans le temps, parce que j'ai connu le ruisseau actif, moi, on l'appelait le ruisseau de la Grive. De la même façon que le Bone Setter est devenu le Bonhomme Setter, alors de Grise est devenu de Grive. C'est le ruisseau de la Grive qu'on disait dans le temps. On l'a aussi appelé le ruisseau Mijon par erreur. Et puis peut-être le ruisseau de Longue Pointe. Des fois, quand on cherche des... Il faut penser à tous ces noms-là possibles. Non, on est rendu à 8 noms. Facilement. On cherche un nom. Il est là. Mais le dernier nom connu du ministère des Transports, il y en a 10 dedans. Ben, c'est Molson, le dernier nom retenu là, par la ville de Montréal. Ouais. Maintenant, je vais vous parler de la Canadian Steel Foundry. Ça, c'est une photo de 1972. Elle est ici, là. Là. Ouais, juste là.
Si vous voyez les bassins ici, c'est des vestiges du ruisseau Mawson. Déjà, à cette époque-là, il était problématique. Il était juste à côté de la Canadian Steel, puis il débordait souvent. Fait qu'ils ont décidé de creuser des bassins, et, de défaire son lit original, qui était un méandre, une swamp, puis de creuser profondément des bassins. Il en reste un aujourd'hui, mais c'est un bassin mécanique. Ben, ça veut dire que c'est pas le vrai lit original. C'est très près. Ouais. Il a été travaillé. Il a été creusé, travaillé, puis mis droit, parce que dans le coin ici, c'était complètement un méandre qui s'en allait en S comme ça. Que je vais vous lire qu'est-ce qu'on en dit le mardi 22 mars 2005. Depuis la fin octobre, le nouveau propriétaire du site de la fonderie, le groupe Le Versant, a entrepris un grand chantier de démolition de l'usine ayant fermé ses portes en 2003. L'usine a fermé après 100 ans de fonctionnement. Témoin d'une époque, cet immense complexe industriel qui s'étend de la rue Notre-Dame à Hochelaga, près de Dixon, a été immortalisé de plusieurs façons. Il paraîtrait qu'il y a des photos, des vidéocassettes, des plans techniques à la banque. Je ne les ai pas trouvés. Ils ne sont toujours pas catalogués. OK. Oui, on va se mettre là-dessus. Mais surtout, pour la première fois, la ville conservera 10 modèles différents de moules ayant servi à couler toutes sortes de pièces d'acier. Ces moules, entre autres, c'est des turbines qui servent encore aujourd'hui à Hydro-Québec. Il y avait des moules, des pièces jusqu'à 80 tonnes qui pouvaient être coulées ici à la Canadian Steel Foundry. Je vais vous montrer le bassin Mawson qu'on ne peut pas avoir accès aujourd'hui, qui est encore présent aujourd'hui. Je l'appelle bassin parce que c'est le lit du ruisseau Mawson qui a été travaillé mécaniquement, ça veut dire creusé. Puis c'est de ça que ça a l'air, puis c'est un petit peu en arrière de la butte, mais on n'a pas accès à cet endroit-là. Notre rêve, c'est justement de poursuivre son chemin et de recréer son lit original, plus ou moins. Voilà. On peut peut-être dire mais aussi ici, dans le quartier parce que ici, là, moi, j'appelle ça le No Man's Land. On est en plein cœur de Montréal, puis c'est comme une zone qu'on n'a pas accès. Même, il y a même eu une étiquette pour avoir marché l'autre côté du waterpark. C'est ça que je m'en allais dire, en fait, c'est que ici, dans le fond, c'est une friche depuis la démolition de la Canadian Steel Foundry vers 2004, à peu près 2003-2004. Le terrain est resté vacant, la nature a repris ses droits, le fameux bassin mécanique s'est revitalisé. On pouvait voir des canards, des colverts, peut-être même des grands hérons, toutes sortes de faune, de flore. Et puis, depuis 2 ans, on a retravaillé. Il y a eu une vente. Le terrain a été acheté par Raymond Logistique. Il y a eu des travaux de remblaiement. Là, on voit aussi derrière des buttes de terre. Donc, cette partie qui était vacante, qui était occupée par les citoyens qui se promenaient. Je voyais beaucoup de monde promener leurs chiens. Il y avait ici des fêtes, des raves. Il y avait toutes sortes de choses parce que c'est un vestige aussi industriel. Des enfants qui jouaient là-dedans aussi. Bon, c'était plus ou moins propre. On pouvait monter dans des monticules de débris, mais on voyait quand même des bassins d'eau, tout ça. Et puis, ben là, maintenant, depuis qu'il y a eu la réappropriation du terrain de Raymond Logistique, ben, on voit des clôtures qu'on voyait peut-être pas il y a 2 ans. Et puis, j'ose plus trop m'aventurer là-dedans, puis on va pas y aller non plus aujourd'hui pour ces mêmes raisons de sécurité. On peut avoir des contraventions, vous pouvez demander à lui. Ça va coûter assez. Vous aussi. Ouais. Ça, j'imagine, c'est pas de la terre contaminée venant de la fonderie, je sais que la terre qui a été déposée là, pour faire un abri contre le bruit, ça vient de la A25. Donc, j'imagine tout le reste aussi, ou d'autres autoroutes dans le coin qui sont en train de se faire construire. Lui, il est en train de rajouter de la terre propre sur la contamination. C'est ce que j'ai vu, parce qu'il a rempli le secteur d'à peu près 10-15 pieds de terre. Au complet. Mais en dessous, il y a de la... Oh, oui, c'est contaminé. L'arsenic, tout ce que vous voulez. Oui, bien, c'est les fonderies. Sauf que j'ai parlé à un ancien employé de la Canadian Steel Foundry récemment, il faut que je le rencontre. Puis il me disait qu'à l'époque, même si c'était pas lui, il en a vu des poissons dans le ruisseau. Et lui-même, il a dompé des affaires qu'on lui disait, va domper ça dans le ruisseau. Et il l'a fait, tu sais. Puis même, c'est une autre époque, le monde ne se posait pas de questions. Quelqu'un te dit, va mettre ça là, il dompait dedans, tu sais. Mais il m'a dit, il y avait des poissons quand même. Des poissons jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il meure, les poissons. On va quand même.
Ici, on se trouve dans le fond sur la propriété du centre de soins prolongés de Grace Dart. La sonorité, elle est anglaise, alors c'est pas un hasard. C'est que à l'époque, c'était voué en fait à accueillir des gens malades de la communauté anglophone du secteur. Donc, et François va vous parler un peu plus de l'histoire de Grace Dart, qui, d'une certaine manière, est liée à l'histoire du ruisseau Molson. Donc, je laisse François... La ferme, oui. Bon, ben, l'histoire de cet édifice remonte à 1844, alors que Thomas Molson, il était combien, Molson? Il était, non, c'est une grosse famille. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un Molson, c'est une grosse famille. Même de l'argent. Il acquiert la ferme ici de 75 arpents dans la paroisse d'Alongue-Point. Jusqu'au 19e siècle, de nombreux bourgeois de Montréal possédaient des domaines le long du Saint-Laurent, dans Hochelaga-Maisonneuve et dans l'Alongue-Point. En 1863, Thomas Molson décède et lègue sa ferme afin d'établir une maison pour les pauvres au plus tard 5 ans après sa mort. Sauf que 5 ans après sa mort, ils n'ont pas réussi encore à trouver... C'était loin ici, là. Fait qu'ils ont trouvé l'argent, mais ils ont décidé de construire dans le Vieux-Montréal la Montreal Protestant House of Industry and Refugee. Puis c'est seulement que les protestants qui avaient des problèmes dans la vie qui avaient le droit d'y aller. C'est comme ça, oui. Mais beaucoup plus tard, en 1885, ils ont enfin trouvé les moyens et l'argent pour construire ici le premier bâtiment en 1885 avec 14 600 $, qui venait de William Workman, la première section. Je peux dire peut-être juste ajouter que, étant donné que la ferme Molson était située à peu près ici, il est fort à parier que le nom ruisseau Molson vient justement d'une désignation, peut-être pas nécessairement d'eux-mêmes, parce qu'ils ne disaient pas le ruisseau Molson, mais on pouvait dire le ruisseau des Molson, et puis c'est resté ensuite le toponyme officiel et le dernier connu. Donc, c'est ce que je veux dire. Si vous vous tournez, vous avez vraiment la façade de l'édifice. Puis à votre gauche, vous aviez un clocher qui montait tout en haut. Alors ce clocher-là a été évidemment enlevé. Je crois que... j'ai plus... Ah oui, c'est en face de vous, au centre. Oui, excusez-moi. Oui, c'est ça. On voit qu'il a été fait par étapes. L'architecture, c'est tout hétéroclite. Fait que dans le fond, pour le reste de la visite, ici, le boisé qui se trouve comme derrière vous, François le connaît bien, il l'a beaucoup arpenté, je dirais. Ça appartient à Grace Dart. Et le boisé dans lequel on va aller après, ça appartient aussi à Grace Dart. Donc, ça a vraiment comme... mais là, c'est public, en fait, là, maintenant. C'est plus privé du tout. Là, et on ne pourra pas faire n'importe quoi avec ce terrain-là si jamais il y a à se transformer. Il y a une vocation qui doit rester publique. Ça, c'est vraiment inscrit à quelque part, je ne sais pas, en petites lettres. Où ça? Ben, continue mon truc. Non, mais c'est ça. Donc, il y a vraiment, dans le fond, une continuité. On ne pourra pas le développer pour en faire des condos, en principe. Deux informations. Allez-y. Il y en a assez. OK, oui, c'est ça. Il n'y a pas assez de ruisseaux, puis il y a trop de condos. Il y a peut-être trop de condos. Mais il y a deux éléments qui seraient intéressants. Dans les portions boisées qu'on s'est amusé à cartographier un peu, c'est le secteur ici qu'on appelle le boisé Grace Dart. C'est ici où on a les arbres les plus matures, les plus gros. Et puis l'autre chose qui est intéressante à cause de l'usage ici public, mais aussi de son usage santé, c'est des usages dits sensibles. Quand on regarde au niveau du schéma d'aménagement de Montréal, il doit y avoir de plus en plus... Il y a la notion de nuisance qui est en place, puis il faut protéger des milieux sensibles, donc un soin de longue durée, un hôpital, une école, ou une zone résidentielle d'activité industrielle. Fait que c'est une des poignées importantes qu'on aurait
pour aménager soit une zone tampon ou pour contraindre le développement industriel d'être un peu plus intégré dans le quartier. Fait que ça, c'est vraiment comme un pivot important dans une lutte qu'on pourrait imaginer pour avoir plus de verdure ou plus de zones de transition vers des activités industrielles si jamais il y en avait un jour. On va marcher un peu le long de la clôture, juste quelques minutes. Dans comme ce qu'on pourrait appeler un corridor de biodiversité où la faune a un espace pour pouvoir circuler, se nourrir. Donc, c'est quand même une vieille friche. Donc, il y a des arbres intéressants. Je pense que les arbres d'essence les plus nobles qui se trouvent là. Il y a surtout de l'orme d'Amérique qui n'est pas malade. C'est assez surprenant. Donc, l'orme d'Amérique, c'est ça qui est encore bien, qui n'a pas été atteint. Oui, oui, dans la mélodie hollandaise de l'orme des années 70. Puis les ormes, ben, c'est toi qui l'avais noté. Oui. En fait, il y a des ormes ici, probablement parce que quand il y avait la ferme Molson, à l'époque, les ormes servaient à comme baliser les distances entre les terres. Donc, les ormes ont été plantés pour une raison, c'est vraiment pour dire, ben voici la limite de mon terrain, arrête ici. Donc, il y a quand même, ça se peut que ça soit là, il y a peut-être d'autres raisons. Ben, le gros sur Notre-Dame, il y a de fortes possibilités que c'est un ancêtre de celui-là, qui est à la même place, il est très près, parce qu'il est vraiment à la limite du terrain de l'eau simple des Sulpiciens. Ah, ben, je voulais que tu parles vite de l'autre côté de la rue. Parce qu'il y avait un domaine qui a été détruit, parce qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à ça en plein milieu de la rue Vimont, qui a été détruit en 1919. 1919, merci! À l'époque, les rues dans le quartier ont été terminées vers 1912. Puis elle a toffé longtemps, puis c'est le domaine Beau-Rivage. Je sais que vous êtes plusieurs, là, mais c'est quand même exubérant. Avec des tours bulbeuses, tout ça. Puis même d'ailleurs, il y a un plan qui montre, grâce à ça, on est capable de savoir où était la ferme Molson. C'est-à-dire que le domaine Beau-Rivage, c'était là, dans le milieu de Vimont. Il y avait la maison juste de l'autre côté de la rue sur Vimont, mais la ferme Molson était ici. C'est-à-dire à peu près à l'endroit qu'on était tantôt. Qu'est-ce que vous dites sur le fait que Sainte-Catherine, c'est pas continué? C'est quand même une longue rue, puis ici, ça arrête à Montréal. Oui, à cause de la ferme ici, à cause du ruisseau. Bien, à cause que le quartier il fermait, oui. Puis que la Canadian Steel Foundry était déjà là à l'époque. Et le CN et la Canadian Steel fermaient le passage de Sainte-Catherine depuis longtemps. La Canadian Steel avait 100 ans quand elle a fermé en 2003. Ouais. Vous avez parlé de la MTQ qui possède des une réserve qui a été faite pour éventuellement poursuivre la rue Notre-Dame jusqu'à l'autoroute. Oui, on en parlait tantôt. Est-ce que, j'imagine que c'est pas on est sur le terrain de la MTQ présentement. Ils ont tous été achetés justement pour faire la fameuse autoroute qu'ils n'ont pas faite. Donc, peut-être que le dossier va être encore réouvert par contre, ça se peut. Oui. Ça pourrait détruire beaucoup de choses ici, si on fait un boulevard ici. Oui. Parce que c'est quand même assez loin sur Dixon pour prendre l'autoroute. Mais le pont ferroviaire ici, il peut éventuellement se poser être détruit. Puis le CN éventuellement s'en aller plus vers l'est pour élargir la rue. Hein, c'est ça. On est sur un terrain du MTQ que ça pourrait arriver. Donc je parle de ça. Non. Tout le terrain ici. Non, ben, la partie là, égale à l'autre côté qui a été rachetée en même temps qu'on fait les expropriations. Ça fait très longtemps que ce terrain-là a été racheté. On est à peu près sur la limite, là, dans le fond. Là. Ça, c'est MTQ par là, puis ça reste le ministère de la Santé. Donc, le boulevard serait comme ça, mais il montrait plus loin vers le bout d'autoroute qui arrive à Dixon. Oui, bien, en fait, un des premiers plans, c'était... Oui, ils ont explosé. Oui, les gens, exprès pour ça. Le travail que moi j'ai accompli, on a parlé un petit peu du boisé ici. C'est comme là on a passé à travers un petit peu les 3 boisés là, qui sont encore présents sur le site. Ici, ben, juste un fait anecdotique, là, mais nous, avec les enfants, on aime bien ça, venir jouer ici. Puis on est comme un petit groupe de familles là, qui viennent à chaque lundi, après-midi. Puis ils ont commencé à se construire une petite cabane, c'est bien le fun. Puis il y a plein d'escargots quand il pleut. Oscar m'a dit qu'il fallait que je vous dise ça, que ici, il y a plein d'escargots. Si vous voulez en voir, c'est quelque chose des journées de pluie. Hein, c'est ça? J'ai bien fait ça? Okay. Ouais, moi, je suis plus étudiant là, parce que j'ai fini.
Mais j'ai été pendant 4 ans étudiant à la maîtrise en architecture de paysage. Puis quand j'ai vu que nos 4 mousquetaires, c'est ça, Renard, Julien, Amélie, Carl, j'ai oublié, cherchait comme quelqu'un qui pourrait les aider peut-être à faire une proposition ou voir quels sont comment qu'on pourrait réhabiliter le ruisseau. Ben ça m'a tout de suite parlé justement, puis bon. C'est parce qu'il ne faut pas le casser. Non, c'est ça, il ne faut pas les casser là. Okay. Ça m'a tout de suite comme vraiment plu, puis j'ai décidé avec la participation de ces 4-là de faire mon projet de fin d'études là-dessus. L'idée, c'est de faire une proposition participative une proposition d'aménagement participative pour la réhabilitation du ruisseau. Là, je vais vous la présenter vite. J'ai pas d'image, j'ai pas rien, mais je vais vous l'expliquer. Moi, je l'ai. Ouais, quand je vais avoir les corrections de ma professeure, de ma directrice, je pourrai le diffuser plus largement. Là, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Puis, je serais bien content d'entendre vos commentaires à propos de ça aujourd'hui. Ça vous dit, ce serait pas tout le monde parce qu'on est quand même beaucoup là. Mais bon. L'idée en fait, c'était de faire des ateliers, des rencontres citoyennes pour développer une vision en fait pour le site-là, pour l'Assomption Sud en tant que telle. Je ne sais pas si on vous l'a dit, là, mais c'est un terrain, vous le savez, c'est un terrain énorme. Juste les terrains en friche, c'est à peu près 50 hectares, puis ça, c'est 2 fois plus gros que le parc La Fontaine, là, juste pour vous donner une idée. Là. Ça, c'est les terrains pas construits, où la nature est comme en train de se réimplanter, puis tout ça. Fait que c'est vraiment énorme comme terrain. Donc, la vision un petit peu qu'on a développée avec les citoyens, avec les gens qui ont participé, là, finalement, là, c'est que les gens viennent puis fréquentent cet endroit-là pour ce qu'il est présentement, puis on ne veut pas nécessairement toucher à ça. C'est vraiment le mélange, on n'a pas pu aller beaucoup sur le terrain, là, mais c'est le mélange entre les boisés, entre la friche herbacée qu'on retrouve sur les terrains, entre les coins où on dirait qu'il y a un petit milieu humide, les milieux aquatiques. C'est vraiment ça qui plaît aux gens, puis c'est comme la nature sauvage en fait. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent à Montréal, puis vraiment pas souvent en fait dans le quartier ici. Puis c'est ça, fait qu'on veut pas, les gens ne voulaient pas si jamais il y a un parc qui se crée ou si jamais on réhabilite le ruisseau, les personnes qui ont participé à ce processus-là finalement, ils ne voient pas ça comme un parc léché, tout en gazon, avec quelques arbres et tout ça. C'est vraiment un milieu naturel, en fait. Non, pas de béton, c'est ça, le moins d'intervention de l'humain possible. Ça, c'est un petit peu au niveau de la vision. Il faut que ce soit aussi vraiment... là, présentement, c'est un site qui est très enclavé, c'est une barrière, en fait, pour les quartiers environnants, mais c'est juste pour y aller, là, il y a des clôtures partout, c'est vraiment compliqué. Puis ça a créé, c'est ça, une grosse barrière entre Mercier-Ouest, puis Hochelaga-Maisonneuve, puis encore plus avec Fribourg, puis Egg-Beauclerc, qui sont comme 2 petits quartiers résidentiels qui ont comme résisté, on dirait, à l'assaut industriel autour de eux, là. Tu veux débarquer? OK. Fait qu'il y avait vraiment cette logique-là aussi d'essayer d'améliorer les liens piétons, cyclables, etc. entre les différents quartiers pour ouvrir la zone. Puis aussi, on a essayé vraiment de faire une proposition qui est plutôt réaliste dans le sens que on vient pas juste dire « Ah, on laisse tout ça naturel puis on y touche pas ». On est conscient que le projet qui a été proposé avant, c'était un projet donc de développement économique, industriel, tout ça. Fait qu'on a quand même gardé une portion, c'est quand même quelque chose qu'on voulait faire, de garder une certaine portion de ça pour montrer que les deux ne sont pas incompatibles. Donc on pourrait protéger ce site-là, on pourrait réhabiliter le ruisseau tout en faisant du développement économique sur ce terrain-là. Va chercher le petit gars. C'est ça en gros. Est-ce que vous adhérez à ça à peu près? Oui. Donc, il y a eu 2 propositions qui ont été faites pour la réhabilitation du ruisseau. La première, c'est de le reprendre en fait dans son lit originel. Donc, plutôt près de Dixon. Par là-bas. Oui, ça déborde, donc, où est-ce qu'il coulait avant? Si effectivement Molson s'en va, on pourrait reprendre le terrain puis faire vraiment le lit original.
sinon, ben, on le contourne, puis bon, c'est à peu près pareil. Puis de garder, de vraiment permettre aux méandres d'origine de s'écouler, puis ça, puis d'animer cette zone-là, puis de construire après ça autour de cette zone-là. Puis là, il y aurait finalement... Oh, mon fils il est rendu. Ouais. C'est Léo, ok. Ok, bon, excusez. Non, c'est pas un adulte. Ben, si vous voulez, après, c'est à vos risques et périls, là, mais vous pourrez aller voir sur le terrain là, c'est le terrain du CN, mais les vues sont quand même assez incroyables du nord et vers le sud et vers le nord. Vers le nord vers les pyramides olympiques, puis vers le sud vers l'infrastructure industrielle du port, puis bon, si je reviens à mes propositions. Tu as fait le tour, ok. Fait que c'est la première, on est plutôt dans le ruisseau original, fait qu'on est plutôt près de Dixon. Il y a le prolongement de l'Assomption aussi qui permet d'ouvrir la zone un petit peu, d'y avoir accès par le métro, puisqu'il y a le métro Assomption qui est à 700 mètres, pas d'ici, mais de la zone d'Hochelaga, disons, là, de la rue Hochelaga. Ça nous permet aussi de faire du développement, disons, développement économique, disons, mixte, qui est plutôt compatible avec des résidences à côté, parce que là, les résidences, le développement économique, le développement industriel ou le pôle d'emploi serait plutôt fait ici, près des chemins de fer, donc près des résidences. Donc ça, c'était comme la première proposition. La deuxième proposition, en fait, qui est un peu plus olé, si je peux dire, et qui a été préférée par tout le monde le soir, mais c'est de recréer le ruisseau, pas dans son lit d'origine, mais plutôt ici, à proximité. Donc, ce qui nécessiterait de garder une bande justement de 200 mètres ici pour recréer le ruisseau. Puis de parler au CN, puis de les forcer à boucher leur chemin de fer, qui irait plutôt longer les industries qui sont sur Dixon et qui ne créerait plus justement de problèmes ou de nuisances pour les citoyens. Fait que ça, c'est le plan qu'on veut faire. Tu parlais si Molson partait. Oui. Alors, le terrain pourrait avoir une grande valeur. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on pourrait créer le ruisseau là? D'abord, qui l'achèterait? Il y a plein de questions. Plein de questions sans réponse, effectivement. Ouais, le temps va le dire. Il y a quelque chose, c'est que le CN, il doit bouger un de ces jours. Oui. C'est parce qu'il bloque tellement de situations sur toute l'île qu'à un certain moment, il va falloir qu'ils changent un peu aussi leur politique. C'est fédéral, hein? Oui, c'est ça. C'est comme des dieux. La mobilisation citoyenne aussi. Mais c'est pas impossible, ça, c'est juste que ben moi je vois ça comme si c'était pas impossible de les bouger parce que c'est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que on leur dit pas hey, on détruit puis on n'en veut plus du CN, on vous vole vos terrains, on vous prend vos terrains puis ça va être un milieu boisé avec un ruisseau, etc. C'est pas comme vraiment dans cette logique-là qu'on est, plutôt que de dire hey, est-ce que vous êtes à côté des résidences? Pour vrai, les coops qui sont là, je pense que leur stationnement, c'est à 10 mètres, 15 mètres de la voie ferrée. Ça doit être infernal quand ils passent. je l'ai entendu une fois cet hiver, là, le train passait, puis pauvre eux. Mais c'est ça, fait que c'est de voir, hey, est-ce que ça se fait de tasser de 200 mètres? Il y a aussi une légende urbaine, puis là, ça, j'ai pas de source écrite qui le dit, comme quoi la voie ferrée, ça a été progressivement abandonnée parce qu'elle est très difficile d'accès, en fait. Parce que à partir du port, c'est très difficile, en fait, de prendre la courbe puis de faire la montée. Puis ils ont beaucoup de misère avec une locomotive. Il faut qu'il y ait 2 locomotives. Ça a l'air qu'il faut même qu'ils mettent du sable, selon un employé du CN. Il faut même qu'ils mettent du sable pour réussir à monter. C'est pour ça qu'elle a été abandonnée, en fait. C'est nos suppositions de pourquoi elle a été abandonnée. Fait que là, en la bougeant, ça permettrait de revoir la courbe, revoir les pentes, justement. Puis là, ça pourrait devenir, pour eux, plutôt intéressant. Là, encore là, on se base sur des suppositions. Pourquoi on peut recréer le ruisseau un petit peu partout, en fait, là, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que le ruisseau, de toute manière, il est canalisé. Puis on peut pas juste reprendre l'eau
de l'aqueduc puis de le ramener sur le terrain parce que ici on est sur un réseau unitaire. Puis ça veut dire que les eaux usées puis les eaux de pluie sont mélangées ensemble. Fait que les eaux des toilettes et tout ça sont mélangées avec l'eau de pluie. Fait que de reprendre cette eau-là puis de refaire le ruisseau, on peut pas faire ça parce que ben là ce serait un égout à ciel ouvert finalement. Donc, il faut essayer de tout repenser le drainage de la zone ici pour rediriger les eaux de pluie vers où est-ce qu'on va finalement faire le ruisseau. Fait que là, l'idée, c'est ça, c'est tout au niveau du drainage, mais c'est de travailler avec les pentes pour que l'eau se dirige naturellement vers ce creux-là, mais aussi d'essayer de récolter les eaux de pluie sur les toitures des bâtiments, dans la rue. Donc, il pourrait y avoir des noues végétalisés, des genres de fossés végétalisés qui pourraient être aménagés, où l'eau rentre là, est filtrée, puis après ça, envoyée là, dans un système de fossé, exemple, qui retourne vers le ruisseau. Puis comme ça, on pourrait alimenter du moins le ruisseau dans cette zone-là. Je suis pas un expert en hydrologie, rien de ça, mais ça semble plausible de faire ça de cette manière-là. Il faut comprendre en fait que la proposition qu'on va faire, qui a été faite en fait pour être présentée à l'OCPM, donc l'Office de consultation publique de Montréal, qui va tenir une consultation sur le futur de cette zone-là. Toute la proposition a été faite pour être présentée à cet endroit-là, finalement. J'ai perdu le fil de mon idée. Qu'est-ce que je t'en fais dire? L'OCPM, ouais. Ça s'en vient. On ne connaît pas encore la date, mais je crois que c'est vers la fin de l'été. C'est certain qu'on va présenter cette proposition d'aménagement. Et on souhaite même que ça soit dans les discussions déjà, pas juste qu'on le présente comme un mémoire, mais qu'on en débatte. J'ai retrouvé le fil de mes idées, c'est ça. Bon, pour mon projet de fin d'études, il fallait qu'on se concentre sur un terrain X, ce qui est l'Assomption Sud. Mais ce projet-là, en fait, de la manière qu'on le voit, puis c'est la phase 1. Il faut vraiment repenser l'entièreté du ruisseau. Il y a vraiment une opportunité ici de recréer le ruisseau, mais tout le long, en fait, de son lit d'origine. Parce que on retrouve notamment le jardin botanique, le parc Maisonneuve, le golf Maisonneuve, le boisé des Pères, le parc Francesca Cabrini, le boisé Jean Milot. Pratiquement plus que la moitié en fait du ruisseau est présentement sur des terrains de parc ou des terrains boisés, terrains non construits. Fait qu'il y a vraiment une opportunité. Puis c'est dans cette logique-là en fait qu'on voit le projet. Les liens de verdure, hein, c'est ça, c'est les liens de verdure. C'est tout des espaces en fait de biodiversité, donc où on retrouve une faune puis une flore intéressante, mais on voit vraiment le ruisseau comme pouvant être faire le maillage entre ces différentes zones-là pour vraiment qu'on crée une trame verte et bleue dans l'est de Montréal, en fait. Donc on peut se promener aussi, une qualité de vie à se promener. Tout à fait. Tu sais, c'est plate de se monter d'Ixune à pied, ici, à pied, en vélo. Ouais. Il y a tout... c'est